De hauts dirigeants militaires aux États-Unis et à l'étranger lancent des avertissements selon lesquels Donald Trump est incapable d'assumer ses fonctions de commandant en chef. Donald Trump représenterait une menace imminente pour les États-Unis et pour des pays partout dans le monde. Cela ressemble moins à une doctrine de commandement qu'à une gouvernance à l'impulsion, en laissant à d'autres le soin de ramasser les conséquences. De hauts dirigeants militaires, des amiraux, des généraux, des chefs militaires étrangers, fuient vers la presse pour dire à quel point la situation s'est aggravée et comment ils doivent tenir Donald Trump à l'écart de la situation room, parce que son comportement erratique et son tempérament deviennent tellement mauvais que sa simple présence dans la pièce risque de faire tuer beaucoup plus de gens. Il y a des articles du Wall Street Journal comme Behind Trump's public bravado on the war, he grapples with his own fears. On y raconte qu'il court partout dans la Maison Blanche, qu'il crie, hurle, jure, panique, se comporte comme un dément, qu'il dit avoir peur de perdre, puis que la minute suivante, il joue les durs. Un comportement vraiment étrange. 1 minute de panique, 1 minute de posture, comme si l'émotion elle-même était traitée comme un plan de guerre. Il y a des reportages sur le moral très bas des membres de notre marine. Il y a des fuites selon lesquelles l'Iran conserve encore la majeure partie de ses capacités en missiles balistiques, en drones Shahed et en drones FPV. Il y a des fuites sur les conditions à bord du USS Gerald Ford qui approche les 300 jours en mer, dépassant le record du porte-avions le plus longtemps déployé depuis la fin de la guerre froide. Il y a aussi des fuites selon lesquelles la marine américaine se prépare maintenant à éventuellement arraisonner des pétroliers de brut liés à l'Iran et visés par des sanctions, ainsi qu'à saisir des navires commerciaux dans les eaux internationales, comme on l'aurait prétendument vu dimanche, mais les généraux, les amiraux et d'autres dirigeants militaires mettaient en garde contre cela, en laissant filtrer dans la presse que cela mènerait à une escalade et risquerait probablement de faire vraiment monter la guerre en intensité. Encore une fois, il y a des fuites sur les préoccupations en matière de sécurité, le stress, l'absence de planification et sur le désastre absolu qu'est devenue la situation au sein de l'armée en ce moment. Dans ce modèle, le chaos semble toujours arriver en premier et la planification se présenter plus tard, si elle se présente tout court. Nous savons, bien sûr, que Donald Trump a congédié les plus hauts dirigeants militaires, les plus hauts généraux. Il a congédié le plus haut gradé de l'armée américaine, le général Randy George, chef d'état-major de l'armée de terre. Et quand nos plus hauts dirigeants militaires ont été forcés de témoigner devant la Chambre des représentants à la fin de la semaine dernière et qu'on leur a posé des questions sur ces renvois, ils ont essentiellement fait comprendre qu'ils n'avaient pas de réponse et que ces réponses devraient venir de Pete Hegseth, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi il avait fait cela. D'ailleurs, le fait que le chef d'état-major de l'armée de terre, Randy George, ait été renvoyé, s'ajoute au fait que plusieurs autres hauts gradés, des dizaines, l'ont été au cours des 12 à 18 derniers mois, ou environ 6 mois. Mais vous aviez aussi le président des Joint Chiefs, le général C.Q. Brown Jr. Il a récemment pris la parole contre le régime Trump à Harvard. Je vous ai montré cette entrevue qu'il a donnée à Harvard. Vous aviez l'amiral Lisa Franchetti, chef des opérations navales, qui était la première femme à occuper ce poste. Vous aviez le général James Life, vice-chef d'état-major de l'Air Force. Vous aviez les principaux juristes du JAG qui ont été congédiés. Vous savez, c'est essentiellement un démantèlement de nos plus hauts dirigeants militaires. Et vous vous rappelez aussi quand le compte des joints de staff sur les médias sociaux a publié un message exprimant en gros sa profonde gratitude au général Randy George, chef d'état-major de l'armée de terre. Et l'une des raisons pour lesquelles il aurait été congédié, c'est qu'il promouvait les gens selon le mérite. Et il a été allégué que Hegseth ne voulait pas de certaines personnes à propos desquelles il disait « Oh, ça doit être à cause de la diversité ou du DEI ou, à mon avis, des choses tout simplement très racistes. Je vous partage simplement mon opinion sur la raison pour laquelle Hegseth ne voulait pas que certaines personnes soient promues et le général Randy George a été renvoyé pour cela. » À ce stade-là, le mérite commence à être traité comme une erreur de système, pendant que le préjugé est reconditionné comme une norme d'embauche. Et Randy George et sa femme Patty étaient des institutions au sein même de l'institution militaire américaine.
et leur congédiement, ainsi que la façon dont Georges et Patty ont été traités, ont tout simplement mis l'armée en colère à un point extrême. Et je pense aussi que l'armée voit à quel point Donald Trump agit avec faiblesse, vous savez, en Iran. Je pense que l'armée regarde cela et se dit « décide-toi, bon sang ». Un camp adore lancer des déclarations au marteau-pilon, puis hésite dès qu'une vraie décision s'impose. C'est une forme de force qui est surtout bruyante en surface. Il ne pense pas que nous devrions faire des invasions terrestres en Iran. Il l'avait averti de ne pas envahir l'Iran dès le départ. Il n'a pas suivi leurs conseils. Rappelez-vous, tous ces avertissements remontaient à février. Je veux dire, rappelez-vous cet article où le président des Joint Chiefs, le général Dan Kane, président des Joint Chiefs, Reza Kane, comme on l'appelle au sein du département de la Défense, a averti tout le monde au sein de la Défense de ne pas faire cela parce que ce serait un désastre. L'article s'intitulait « Pentagon flags risks of major operation against Iran ». Les avertissements ont été menés par le général Dan Raisin Kane, président des Joint Chiefs of Staff, au sein du département de la Défense, lors de réunions du Conseil de sécurité nationale. Mais le message venant de l'intérieur de l'armée était essentiellement le suivant. Vous n'avez pas suivi nos conseils, vous avez lancé cette invasion, alors qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez simplement continuer à publier des messages sur les médias sociaux? C'est comme ça que vous allez mener cette guerre? Vous allez écrire en lettres majuscules « We're going to destroy the civilization ». Ce sont des crimes de guerre d'ailleurs. Et ne nous entraînez pas dans vos crimes de guerre. Mais qu'allez-vous faire? Si vous allez faire la guerre, faites la guerre. C'est ce que fait l'armée. Si vous voulez que nous le fassions, il va y avoir de lourdes pertes. Beaucoup de soldats vont mourir. Est-ce que vous voulez? Si vous ne voulez pas cela, alors qu'allez-vous faire? Être méchant. Vous pensez que vous allez effrayer l'Iran avec des paroles méchantes? On dirait vraiment que dans le monde de Trump, les majuscules sont censés faire le travail qu'une véritable stratégie n'arrive pas à faire. Et donc les généraux et les amiraux laissent simplement filtrer dans la presse que ce type n'a aucun plan et qu'il doit être tenu le plus loin possible de la prise de décision. Pensez simplement à quel point c'est fou. Je veux dire, c'est le bon résultat, mais le simple fait que cela arrive et que toutes ces choses fuient ensuite dans la presse. Quand des généraux utilisent la presse comme une soupape d'urgence, ce n'est plus un signe de contrôle, c'est une alarme. Comme nous l'avons écrit sur le compte Midas Touch Network, un nouveau rapport stupéfiant du Wall Street Journal révèle que des conseillers militaires ont délibérément exclu Donald Trump de la salle de commandement pendant la récente opération à haut risque visant à extraire un aviateur américain. Abat Tweniran, parce qu'il craignait que son comportement erratique compromette la mission. Selon le Wall Street Journal, Trump était dans un état si instable après qu'un avion américain a été neutralisé par l'Iran, qu'il a passé des heures à hurler contre ses aides dans l'aile ouest, obsédé par les retombées politiques et invoquant Jimmy Carter et la crise des otages de 1979. Des responsables ont pris la décision de limiter son accès en ne le briefant qu'au moment significatif au lieu de lui donner un contrôle en temps réel. Entre-temps, l'opération elle-même a failli s'effondrer avec des appareils immobilisés dans le sable du désert et des forces américaines qui s'efforçaient d'éviter la détection iranienne. L'aviateur a finalement été secouru, mais le chaos ne s'est pas arrêté là. Quelques heures plus tard, Trump s'est réveillé et a lancé en ligne un message truffé de grossièreté, avertissant l'Iran qu'il serait laissé à vivre en enfer et qu'il détruirait sa civilisation. Et puis, comme par hasard, quand la réalité devient plus désordonnée, la machine de propagande monte simplement le volume et appelle cela du contrôle. Je veux simplement être clair aussi, c'est ainsi que le Wall Street Journal rapporte la mission elle-même avec ses 2 pilotes de F-15. J'ai dit que j'avais beaucoup de questions sur ce qui s'est vraiment passé, parce que pourquoi ne savons-nous pas qui sont ces pilotes de F-15? Ils n'ont jamais donné leur nom. Ils n'ont jamais parlé à la presse. Nous n'avons jamais vu de photos d'eux. De plus, l'endroit où ils ont été secourus était très proche des installations nucléaires iraniennes. Et il m'a donc semblé possible qu'il y ait eu une mission plus large en jeu, que les pilotes de F-15 aient été abattus ou non, que cela ait fait partie d'une opération de la CIA
ou que le fait qu'ils aient été abattus ait permis de créer un prétexte pour une mission des forces spéciales visant à essayer d'extraire l'uranium, ce qui a échoué. J'ai soulevé beaucoup d'éléments sur lesquels j'ai encore beaucoup de questions. Et je pense que nous devrions tous nous poser des questions là, dessus. La version transparente de cette histoire semble se trouver quelque part juste hors de portée des projecteurs de la presse. Vous savez, dans ce texte accablant du Wall Street Journal, il est aussi question de toute l'anxiété de Trump, du fait qu'il profère toutes ces menaces et qu'il improvise. Il utilise les insultes comme tactique pour amener les Iraniens à la table des négociations en hurlant sur ces aides, ce qui ne fonctionne pas du tout. Il veut changer de sujet et parler de la salle de bal, puis menace de commettre des crimes de guerre. Et c'est erreur de calcul après erreur de calcul. Et encore une fois, ces généraux vont vers la presse. Et cela fuit maintenant comme un véritable tuyau d'incendie. Une politique étrangère qui change sans cesse de sujet entre la guerre et le décor d'une salle de bal a déjà expliqué à quel point elle est réellement sérieuse. De plus, des fuites récentes, rapportées par NPR, indiquent que des fissures se forment au sein de l'armée, alimentées par un moral bas, un malaise éthique et un nombre croissant de militaires qui choisissent de prendre leur retraite plus tôt, de ne pas se réengager ou d'abandonner leur contrat malgré les conséquences. La GI Rights Hotline a vu le volume des appels plus que doubler depuis le début de la guerre avec l'Iran. La majorité des appelants demandent des renseignements sur l'objection de conscience, sur le fait d'être forcés à commettre des crimes de guerre, et ils ne veulent pas le faire. Ensuite, il y a eu des fuites sur la nourriture données à nos militaires à bord du USS Abraham Lincoln et du USS Tripoli. Vous pouvez le voir ici, on leur sert essentiellement une nourriture médiocre et de mauvaise qualité. Je veux dire, regardez simplement ce qu'on voit ici, cela n'a même pas l'air mangeable, vous savez, on dirait 3 petits morceaux de quelque chose, je suppose. Puis la fuite est sortie selon laquelle les familles n'avaient même pas la possibilité d'envoyer de la nourriture à leurs proches, à leurs militaires à bord du navire, alors que nos militaires avaient un moral très bas et n'étaient pas capables de manger la nourriture dont ils avaient besoin. Voilà donc à quoi commence à ressembler la puissance militaire sous ce style de gestion. Un discours au pupitre, puis un plateau qui paraît moins convaincant que le discours. Vous savez ce qui est plus facile que de régler un problème, ne pas avoir le problème au départ. Votre foie est l'un de ces organes auxquels vous ne pensez pas avant d'y être obligé. Le soutenir chaque jour fait partie de ces petites choses qui peuvent faire une énorme différence dans la façon dont vous vous sentez globalement. Et c'est là que Dose entre en jeu. Dose pour votre foie est un supplément pour la santé du foie appuyé cliniquement. Ce n'est pas simplement une autre capsule ou une autre poudre. Dose est un supplément liquide. Il se prend en dose quotidienne de 2 onces et il a le goût de jus d'orange fraîchement pressé. Voici pourquoi c'est important. Votre foie est le filtre de votre corps. Il traite tout ce que vous consommez et gère plus de 500 fonctions quotidiennes, production d'énergie, digestion, métabolisme des gras, stockage des vitamines. Quand votre foie est surmené, vous le sentez. Dose aide à nettoyer le foie des facteurs de stress indésirables qui peuvent ralentir votre foie et il favorise le fonctionnement quotidien du foie afin qu'il puisse faire son travail. 0 sucre, 0 cochonnerie, 0 calories. Et quand vous prenez Dose tous les jours, vous allez réduire la lourdeur, éliminer ces coups de barre de milieu de journée, soutenir votre métabolisme et même aider votre digestion quotidienne. En plus, c'est du sérieux. Il existe 2 études à double insu, contrôlées par placebo, montrant l'impact positif de Dose sur les niveaux d'enzymes hépatiques. Êtes-vous prêt à donner à votre foie le soutien qu'il mérite? Rendez-vous sur Dose Daily. Midas ou entrée Midas pour obtenir 35% de rabais sur votre premier abonnement. Votre corps en fait tellement pour vous. Faisons quelque chose pour lui. C'est docedaily.co/Midas pour 35% de rabais sur votre abonnement du premier mois. Permettez-moi maintenant de vous amener au Capitole où nos plus hauts officiers militaires en poste se faisaient poser des questions par des membres du Congrès, notamment sur la raison du renvoi du général George. Et ce qui est ressorti clairement de cet échange, c'est que les officiers eux-mêmes renvoyaient vers le secrétaire exec pour les réponses.
Le membre du Congrès a clairement indiqué qu'il avait lu tous les reportages sur la raison pour laquelle le général George avait été congédié, mais qu'il voulait entendre directement d'eux pourquoi le général George avait été congédié. La réponse qu'il a obtenue était que c'était une question pour le secrétaire Exet. Il y a eu une reconnaissance du service du général George et de sa femme Patty, et il y a aussi eu une déclaration directe selon laquelle la façon dont le général George et Patty avaient été traités aurait un effet paralysant sur la manière dont les services fonctionneraient à l'avenir. L'interrogatoire s'est ensuite tourné vers la question de savoir si le secrétaire à la Défense avait retiré 4 officiers de l'armée de terre de la liste OZ avant que leur nomination ne quitte le Dodé. Ce qui a suivi n'a apporté aucune clarté. La réponse revenait essentiellement à dire que la liste suivait encore son cours, que le processus avait été respecté, que l'armée de terre avait remis la liste au bureau du secrétaire et qu'elle avait suivi son chemin, mais que le témoin ne savait pas, à ce moment-là, si ces officiers avaient été retirés de la liste. Il a été fait référence à la supervision civile du processus et aux multiples vérifications à mesure que le dossier va de la Maison-Blanche au Sénat. Le point soulevé, toutefois, était beaucoup plus tranchant. Ce qui était mis au dossier, c'est que environ 3% des colonels sont sélectionnés pour avancer vers le grade de général, qui sont sélectionnés par leur père et par leur conseil, et qu'au final, cela se réduit à environ 3% des colonels qui passent réellement au rang de général. Dans ce contexte, l'information voulant que le secrétaire Exet ait retiré individuellement 4 noms de cette liste devenait la véritable préoccupation. La question a été formulée clairement. La préoccupation portait moins sur la race et le genre que sur le fait de savoir s'il l'avait fait ou non. Pourquoi ces 4 noms avaient été retirés, s'il l'avait été et s'il avait, de sa propre initiative, changé la manière dont l'armée allait gérer la sélection et la promotion des officiers généraux. Le point plus large, c'est que l'armée s'attend à ce que ces officiers fournissent des conseils véridiques et honnêtes plutôt que de se comporter en béni oui-oui envers leur chaîne de commandement. Si les plus hauts officiers généraux sont écartés de leurs fonctions sans justification pour avoir donné des conseils honnêtes et objectifs, ce qui était justement la réputation du général George, alors cela produit un effet en cascade qui pourrait être dévastateur pour les autres officiers et pour la manière dont leurs conjoints envisagent de continuer à consacrer leur vie au service. C'est un sport d'équipe. L'officier et le conjoint sont là, dedans ensemble, et le point de vue exprimé était que le général George et sa femme Patty avaient été traités de façon très injuste. Un système commence à avoir un problème très réel quand l'honnêteté est traitée comme un obstacle et que l'obéissance est récompensée comme si c'était de la compétence. Qu'en est-il de notre préparation stratégique ici ? L'interrogatoire sur ce plan a mis en évidence que l'armée déploie des systèmes à forte demande, comme des systèmes de défense aérienne, sur plusieurs théâtres, et que ce sont les mêmes systèmes sur lesquels nous compterions dans un conflit à grande échelle. Le risque que cela crée pour notre capacité de répondre à une deuxième éventualité a ensuite été soulevé directement. La réponse, dans sa substance, était que le rôle du vice est de doter, entraîner, équiper, certifier et bâtir la force que les commandants COCOM utiliseraient, qu'ils soutiennent l'amiral Cooper et son équipe, et que s'ils doivent projeter des moyens vers un autre endroit, ils devront alors voir comment équilibrer cela afin de fournir les ressources nécessaires. J'apprécie la question. Dit autrement, une réserve stratégique ne peut pas être traitée éternellement comme un décor de scène pour les gestes à moitié cuits de quelqu'un d'autre. Maintenant, l'ancien commandant de l'US Army Europe, le général Ben Hodges, dénonce lui aussi le fait que Jared Kushner et Steve Witkoff soient en train de mener ces négociations. Des gens qui savent pas du tout ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'on les laisse faire quoi que ce soit en ce moment ? Son point, c'est que lorsque les diplomates chargés des négociations ne sont pas des diplomates professionnels, quand il s'agit du gendre du président et de son ami de l'immobilier, c'est là que les erreurs se produisent. Et puis, si vous vous entourez de membres de cabinets serviles, particulièrement comme messieurs Exet, le secrétaire à la Défense, ils ne vont jamais tenir tête au président. C'est à ce moment-là que la politique étrangère commence à ressembler à une réunion de famille déguisée en stratégie nationale.
Et puis, comme je l'ai mentionné, à l'international, vous avez des généraux d'autres pays, comme un général canadien, l'un de leurs plus hauts dirigeants militaires, qui interpellent les États-Unis. Le point qui était soulevé là, c'est qu'après la guerre froide, les armées ont été appelées à mener différents types de missions et que, en conséquence, elles se sont équipées, structurées pour répondre à des types de missions précis. La plupart du temps, on leur demandait de mener des missions de manière expéditionnaire dans un théâtre d'opération bien précis avec des objectifs limités. Alors elles se sont organisées, structurées et équipées pour être capables de livrer ce type de mission. Mais le monde a changé et elles le vivent au quotidien. Elles regardent maintenant les leçons tirées de l'Ukraine, le comportement de la Russie et celui d'autres collaborateurs. Elles doivent donc se préparer à des conflits à grande échelle, plus conventionnels. Et cela veut dire qu'il leur faut une armée différente pour faire cela et des capacités différentes. Le monde a changé, mais dans le Washington, à la manière Trump, on agit encore comme si un slogan pouvait remplacer l'adaptation. Et puis, vous avez l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg. Il a aussi déjà été un dirigeant en Norvège. Ce qu'il avait à dire, c'est que certains alliés européens, comme la Pologne, les pays baltes et la Norvège, consacrent maintenant une plus grande part de leur économie, de leur produit intérieur brut, à la défense que les États-Unis. Donc cela a changé. Et c'est pas seulement une question de ressources, mais aussi de géographie. La Norvège est voisine de la Russie. Juste de l'autre côté de cette frontière terrestre se trouve la plus forte concentration d'armes nucléaires au monde. Missiles, sous-marins, bombardiers. Et ces armes ne sont pas dirigées contre la Norvège. Elles sont dirigées contre les États-Unis. Mais la Norvège aide les États-Unis à surveiller et suivre les sous-marins, à partager du renseignement, à donner l'alerte précoce et à dire exactement ce que les Russes font. Cela fait partie de la défense du territoire américain fourni par un allié de l'OTAN, la Norvège. Et il y a beaucoup d'autres exemples semblables. Donc les États-Unis sont plus en sécurité avec une OTAN forte et par conséquent ils s'attendent et croient que les États-Unis vont continuer à demeurer engagés envers l'OTAN. C'est la partie où la réalité vient sans cesse gâcher la représentation de l'Amérique peut s'en sortir seule sur la scène trumpienne. Mais vous savez, je pense que l'armée reconnaît que le commandant en chef n'est plus un commandant en chef. Je veux dire, évidemment. Je veux dire, cela devrait, c'est comme demander si le ciel est bleu. Sauf que Donald Trump vous dirait que le ciel est orange. Il est orange. Une méthode bien connue, quand la réalité refuse de coopérer, on essaie simplement d'abord de repeindre la réalité